Alors donc on voit comme l'algèbre finalement, le traité de l'Al-Khwarizmi est fécond. D'une part les systèmes d'équations, l'algèbre des polynômes, et à plusieurs reprises on s'est arrêté sur, on revient du coup aux équations, mais de degré supérieur à 2. Alors on connaît le sort maintenant des équations de degré 1, le sort des équations de degré 2, on sait que les polynômes objets propres en tant que tels, bon, on va dire, leurs affaires sont réglées. Bon, il reste des petites choses, comme vous l'avez dit, à faire, des petites choses. Et maintenant, j'aimerais quand même qu'on revienne sur les équations de degré supérieur à 2, c'est-à-dire des degrés 3, voire plus. Qu'en est-il au 12e, enfin là on est au 11e siècle, alors tout va vite finalement, tout est lié, vous l'avez dit. Est-ce qu'on a des innovations du côté de l'équation de degré 3? Eh bien, il y a déjà une première réponse que j'ai déjà donnée tout à l'heure, qui est qu'ils ont résolu les équations de degré n quelconque, au-dessus de 3, à condition de se ramener à une que ce soit des classes d'équations réductibles à l'une des 6 équations canoniques, ce qui n'est pas mal déjà. Et puis, ils sont tombés bien avant, devant des équations qui ne sont pas réductibles à des équations de 3e degré. C'est arrivé dès le 9e siècle, figurez-vous. Et ce sont des jeunes chercheurs brillants, bons élèves d'Al-Khwarizmi. Et quand on est bon élève d'un premier théoricien, on est piégé. Parce que vous savez, quand on est l'élève du maître, il faut savoir dépasser le maître. Il faut pouvoir le dépasser aussi. Donc là, c'est très délicat. Donc en général, on le suit. On est très content de le suivre. On est dans son sillage, on est protégé. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Mais parfois, il faut le dépasser, sinon on étouffe. D'abord, c'est le maître qui étouffe l'élève. Ça, c'est juste une petite parenthèse. Alors, donc, il y a un grand mathématicien, qui était jeune à l'époque, qui s'appelle Al-Mahani, d'origine persane, mort vers 888, qui s'est posé une question. Il s'est dit, mais ces outils-là sont fantastiques. C'est vraiment de nouveaux outils. Bon, ils servent pour les héritages, ils servent pour les transactions commerciales, etc. Et pourquoi ils ne serviraient pas pour les problèmes théoriques des mathématiques? Pourquoi les mathématiques sont là juste pour résoudre les problèmes de la vie de tous les jours? Et puisqu'on a forgé, là il a compris qu'on a forgé des outils théoriques, est-ce qu'ils peuvent servir à résoudre des problèmes de la communauté scientifique? Alors, où est-ce qu'on va les chercher? Eh bien, il s'est souvenu qu'il y a des problèmes chez les Grecs qui n'étaient pas résolus convenablement. Et alors, il va chercher, comme il était brillant, et il trouve une proposition, qui est la proposition 4 du livre 2 de la sphère et du cylindre, un livre très important d'Archimède. Et Archimède, c'est pas n'importe qui. Et Archimède, dans cette proposition, elle existe, hein, on peut vérifier ce que je vais raconter. Hein, bon. Mais il dit, pour démontrer cette proposition, qui consiste à couper une sphère en 2 morceaux, tel que le rapport des 2 volumes, des volumes des 2 morceaux, soit égal à une constante donnée. Bon, si la constante donnée est égale à 1, ça ne mange pas de pain. Donc à peu près, hop, au milieu, on coupe. 2 tiers, ça peut aller, mais quand c'est racine de 2, vous pouvez toujours courir. D'accord? Bien, même maintenant d'ailleurs. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a dit, voilà, j'ai fait l'analyse, etc., etc. J'ai besoin d'un lemme, et si le lemme est démontré, gagné. Automatiquement, c'est gagné. Et effectivement, il dit, je vais vous montrer, dès que le lemme est démontré, alors voilà comment on fait, tac, 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 et c'est merveilleux, il démontre rigoureusement. Et puis il dit, quant au lemme, bon, ben, je le démontrerai à la fin du livre. J'invente pas, hein. Et alors, donc, le temps passe, Archimède meurt, comme vous le savez, soit d'après la légende, soit d'une mort tout à fait normale. Et puis, arrive la tradition arabe à partir du 8e siècle, on traduit ce qu'on peut traduire, et par hasard, on a traduit la mesure du cercle et la sphère et le cylindre. Et ils trouvent ce problème. Et ils se disent, bon, ben Archimède, c'est un très grand, c'est pas un petit. Et donc, s'il a dit qu'il allait démontrer, c'est que c'est dans le livre. Alors, ils cherchent dans le livre, et à la fin, ils ne trouvent rien. Et toutes les copies qu'ils ont traduites, ben, il n'y a rien. Alors, je pense, mais ça, c'est le conteur hein, qui raconte, ce n'est plus l'historien des sciences. Je pense qu'ils ont d'abord commencé à insulter les copistes, en disant ces salauds de copistes byzantins, surtout qu'à l'époque, ils n'étaient pas bons mathématiciens. Hein. Mais alors, ils n'ont rien compris. Le lemme, c'est pas parce qu'il est à la fin qu'il vaut rien. Donc, ils ont dû le couper pour gagner une page, alors qu'il fallait le rattacher au truc.
Ou alors, c'est tel mathématicien qui ne s'est pas souvenu que c'est tel numéro de proposition 4 du livre 2. Bref, pour résumer, ils se sont dit, ben, il faut récupérer le lemme. Ils ont compris que c'est le lemme qui verrouillait tout. Bon, un bon mathématicien vous dira ça. Et alors, ils ont commencé à démontrer le lemme. Et le premier qui a eu l'idée, non pas de le démontrer géométriquement, mais d'utiliser les nouveaux outils de l'algèbre, c'est Al-Mahani. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il algébrise le problème. Et c'est le premier dans l'histoire de l'humanité qui a transformé un problème de géométrie pure, théorique, en un problème d'algèbre, en une équation. Seulement, voilà. Pour son malheur, il tombe sur l'équation du 3e degré. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Bien, au bon élève d'Al-Khwarizmi, il va regarder dans ses archives, dans sa besace, dans ce qu'il a appris, et il va tenter de résoudre le problème avec les outils des équations du 2e degré d'Al-Khwarizmi. Un bon élève ferait ça. Là, il le fait une fois, 2 fois, il essaie de corriger, il essaie d'améliorer, ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, comme les idoles sont encore vivantes, il ne peut pas dire qu'Al-Khwarizmi a tort, il dit le problème est impossible. Donc, ça veut dire que les outils d'Al-Khwarizmi sont bons, mais le problème est impossible. Et c'est resté comme ça. Et ce n'est qu'au Xe siècle qu'un mathématicien reprend le problème, et il se dit, enfin, du moins à notre connaissance, je dis, puisque personne jusqu'à maintenant n'a réussi à trouver ce qu'on appellerait aujourd'hui un algorithme, par les radicaux des solutions du 3e degré, solutions positives, hein, eh bien, et si on essayait autre chose? Vous voyez, c'est toujours cette idée d'essayer autre chose. Alors, comme ils avaient traduit au 8e siècle les coniques d'Apollonius, alors ils se sont dit, et si on utilisait les paraboles, les hyperboles, les cercles, etc., les ellipses? Et c'est comme ça qu'une nouvelle tradition a été inaugurée par des mathématiciens qui ne sont pas très connus. Il y a Al-Qawhi au Xe siècle, il y a Abul-Joud au XIe siècle, il y a Ibn al-Haytham au XIe siècle. Chacun a résolu une équation du 3e degré. Pourquoi je dis chacun une équation? Parce que comme tous les coefficients étaient positifs chez Al-Khwarizmi, pour les équations du 2e degré, et même pour les équations de degré quelconque, les Arabes ne travaillaient qu'avec des équations, avec des coefficients positifs. Donc, il y a 25 équations de degré inférieur ou égal à 3. Voilà, c'est dû à ça, c'est tout. On n'a qu'à le tester, hein, c'est un problème de combinatoire. Et alors donc, chacun a résolu une équation. Mais il y en avait au moins 16 ou 17 de degré 3, exactement, qui ne sont pas réductibles aux équations du 2e degré, parce qu'il y en a qui sont réductibles aux équations du 3e degré, du 2e degré, pardon. Bref, on a commencé à sentir que là, il y avait anguille sous roche. Que certaines équations du 3e degré, elles avaient toutes besoin, comme par hasard, de trouver la bonne hyperbole, ou la bonne parabole, ou le bon cercle, ça, comment le trouver, c'est notre problème, pour que si on coupait ces courbes, eh bien, ce qu'on appelle l'abscisse aujourd'hui donnait exactement la solution de l'équation. Alors d'abord, on a trouvé les solutions, d'une manière occasionnelle, localisée, et puis ensuite, on a compris, senti le lien. Et vient un mathématicien, un grand, qui s'appelle Omar al-Khayyam, qui est mort en 1131, et qui, connaissant toute l'histoire des échecs des équations du 3e degré, entre parenthèses, je signale aux collègues professeurs de mathématiques et aux étudiants qui vont regarder ce site, que l'histoire des mathématiques est utile aussi pour faire de la recherche. Omar al-Khayyam a été un excellent historien des mathématiques. C'est parce qu'il était au courant de toute l'histoire de ce problème qu'il a compris qu'il ne fallait pas faire comme ceci ou comme cela, qu'il n'a pas répété les échecs. Et aujourd'hui, on invite beaucoup les professeurs à former les futurs chercheurs avec une connaissance de l'histoire de la discipline qu'ils vont traiter. Et donc l'histoire des sciences, ce n'est pas seulement pour empêcher les élèves de ne pas faire la sieste l'après-midi dans les collèges et les lycées. Et pour les amuser, pour leur faire aimer les mathématiques. Ça, c'est ce qu'on dit dans les ministères. Voilà. De toute la terre entière. C'est essentiellement pour contextualiser les problèmes de mathématiques dans leur histoire et dans les problématiques qui ont été posées. Voilà. Et donc, pour finir cette histoire, j'ai été un peu long et je m'en excuse. Eh bien, Omar Khayyam, c'est le premier qui va faire la théorie complète, on appelle ça la théorie géométrique des équations cubiques, mais à partir de tout ce qu'ont fait ses prédécesseurs, qu'il cite d'ailleurs scrupuleusement au début de son livre que j'ai publié avec un collègue du CNRS il y a 20 ans déjà, et qui s'appelle L'œuvre algébrique de Omar al-Khayyam.